Alors, dans la vidéo précédente, j'ai annoncé qu'il y aurait une catastrophe climatique et j'ai donné quelques éléments de preuve, mais j'ai décidé de faire une annexe pour étoffer cela et pour vous montrer tous les éléments sur lesquels je base mon discours de façon plus détaillée et de donner les preuves vraiment de ce que vous avez à être inquiet et faire des décisions de vie en conséquence. Alors tout d'abord, je voudrais vous inviter à partager mes vidéos. Euh, non pas que j'ai besoin de cela pour vivre, je vous rassure, mais parce que je pense que c'est important, étant donné la matrice médiatique dans laquelle on est plongé, qui est en train de contrôler tout, de brouiller tout, pour faire survivre ce monde industriel. Je pense qu'il est important, si vous partagez mes idées ou mes préoccupations, de faire vivre le débat et d'essayer de transgresser cette omerta et de faire vivre un peu le débat et de partager un peu ce débat. Donc je vous invite à partager mes vidéos. Euh, L'algorithme de YouTube me plombe pas mal, je le sais parce que je vois que par moment il y a beaucoup de vues et puis tout d'un coup ça s'arrête. Et je me retrouve pas, quand je fais des recherches, j'arrive pas à me retrouver. Donc je sais que YouTube plombe ceux qui ne sont pas commerciaux, ceux qui pensent un peu différemment. Donc beaucoup de gens souffrent de cela. Bon, c'est normal. YouTube est quelque chose de commercial comme absolument tout ce qui nous entoure. Donc si nous voulons avoir autre chose et ne pas rester dans notre déprime quotidienne, il faut faire bouger le débat. De toute façon, ça s'effondre et il est temps de se bouger. Euh, Ensuite, je voudrais que si vous pouviez commenter, c'est-à-dire me donner du feedback, ce que vous pensez, non pas pour l'algorithme, mais encore une fois, j'ai besoin de savoir ce que les gens pensent, même si c'est négatif, même si c'est... mais déjà, si vous vous intéressez à ce débat, c'est déjà pas mal. Donc voilà, commentaire. Alors, on revient à nos moutons. Donc, j'ai décidé de mettre une annexe qui sera béton, intéressante, et qui sera probablement divisé en deux parties. C'est parce qu'il y a pas mal d'entretiens. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans cette annexe? Tout d'abord, il y aura la critique du GIEC. Donc, j'ai raconté que le GIEC est un organisme qui a été créé pour contrôler la parole scientifique et son exposition dans les médias. Et je donne les preuves de cela. Alors les preuves de cela, c'est notamment Jean-Baptiste Fressos qui a récemment euh, qui a fait l'histoire du GIEC et qui a mis en évidence le contrôle de ces gouvernements et disons euh, la patte des gouvernements qui ont instigé cet institut et qui l'ont créé. Notamment les groupes 2 et 3 du GIEC qui sont chargés de produire un narratif décrivant une transition possible et une survie du monde industriel, euh, auquel participe le fameux Gémen. Donc, par contre, ce que ne fait pas Jean-Baptiste Fresso, c'est de remettre en cause le groupe 1 du GIEC. Il a du mal à le remettre en cause parce qu'il n'est pas scientifique lui-même. Moi, je suis de formation scientifique et comme d'autres personnes qui ont des formations scientifiques, qui connaissent un peu la modélisation, qui en ont fait un tout petit peu ou qui en ont fait beaucoup, nous remettons, je vous verrai qu'on est plusieurs, qu'il y a beaucoup de gens en fait qui remettent en cause les choix du GIEC. Euh, donc Jean-Baptiste Fressos ne remet pas en cause le GIEC et moi je vous mets des éléments qui permettent de remettre en cause le groupe 1 du GIEC, la partie scientifique, même si lui dit bon... Mais par contre ce qu'il fait Jean-Baptiste Fressos dans un entretien que je vous mets en ligne, que je vous mets dans cette vidéo donnée à Reporter, il montre clairement que même le groupe 1 est issu d'une décision politique et à ce titre, on en tire les décisions, les conséquences qu'il faut en tirer, c'est-à-dire que c'est complètement bidon. Donc, même s'il ne remet pas en cause le contenu de sa production. Bon, moi je remets en cause le contenu de sa production. Pourquoi? Parce que le GIEC, comme je vais le montrer au cours des différents entretiens, est complètement dans les choux parce qu'il ne prend pas en compte les modèles les plus
alarmant. Ce sont des modèles les plus récents et les plus complets qui introduisent le plus de subtilité au niveau de la formation des nuages, etc. et qui indiquent une hausse de température à peu près double des modèles classiques qui sont retenus par le GIEC. Donc c'est vraiment très inquiétant. Alors je vous donne un entretien de Gavin Schmidt qui lui a plutôt fait de la modélisation assez classique, qui est directeur d'un institut de recherche climatologique de la NASA, qui a donc succédé à James Hansen. Et Gavin Schmidt, notamment, ça a été repris par Le Monde, d'ailleurs. Même si Le Monde minimise, comment on dit, minimise cela et le relativise, il y a eu un alerte de Gavin Schmidt, et notamment dans Nature aussi, Gavin Schmidt a fait un article dans Nature pour sonner l'alarme. Donc Gavin Schmidt, dont les modèles ont été repris par le GIEC, indique que les modèles qu'il a, donc c'est vraiment un modélisateur, que les résultats ne correspondent pas aux mesures actuelles et que les mesures de température, notamment des surfaces océaniques, s'envolent et sont complètement en contradiction avec les modèles classiques qui sont retenus par le GIEC et ses modèles. Donc il est très inquiet et il l'indique, il est honnête, c'est un scientifique honnête, c'est un vrai scientifique, et il indique qu'il y a vraiment un problème de poids. Donc par ailleurs, il y a une commentatrice allemande dont je donne les vidéos sur YouTube, qui est une physicienne théorique, qui a donc le background pour juger de cela, et qui est très inquiète aussi parce elle dit que elle étudie les différents modèles actuels. Elle dit que ces modèles prévoient justement des températures un réchauffement qui est à peu près double, en ligne avec celui de Hansen, donc que Hansen prévoit depuis des décennies. Et donc elle s'étonne, elle s'alarme de ce que le GIEC ne prenne pas en compte ces modèles, et elle explique que le GIEC en fait les exclut systématiquement, alors qu'ils sont beaucoup plus précis, ils sont plus nouveaux, ils sont neufs, et ils sont donc plus inquiétants que ce que le GIEC retient. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette scientifique, alors je donne deux entretiens d'elle, et vous verrez, vous pourrez juger par vous-même de l'importance de ce qu'elle raconte. Cette scientifique, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle tire les conséquences de ce que de cette différence d'appréciation des impacts de l'ampleur du climat, et elle dit que clairement un réchauffement double entraînera, puisque c'est à peu près ce qui est prévu, l'effondrement de la civilisation industrielle dans les 20 ans. C'est-à-dire que la civilisation industrielle n'en a pas pour 20 ans. Donc elle est extrêmement inquiète, elle dit comment ça se fait qu'on ne débat pas de cela, que les médias ne reprennent pas cela de façon étendue. Donc, bon, c'est pas étonnant, les médias, ils sont là pour défendre l'industrie qui, jusqu'au dernier moment, essaiera de tirer des bénéfices. C'est quelque chose d'absolument absurde, bestial, et quand tout s'effondrera, bah, ça sera sauf qui peut, chacun pour soi. Donc, et surtout, faut pas réveiller les gens avant l'effondrement. Donc, faut que tout le monde continue à travailler à sa perte. Donc, elle s'inquiète, et moi, étant donné les différentes pressions, parce qu'il n'y a pas que le climat, je prévois un effondrement dans moins de 10 ans. Actuellement, il y a des guerres ça se tend vraiment, il y a des guerres qui se prévoient partout, des sécheresses, une production agricole qui diminue, des difficultés pour tous à s'approvisionner, donc je pense que le constat est clair. Voilà, donc voilà ce qu'il y aura. Il y aura aussi des entretiens de Mann. Ah oui, alors ce qui est important, c'est que non seulement le réchauffement est prévu d'une ampleur et donc importante, double de celle qui a été retenue par le GIEC, mais ce qui est important, c'est que en fait le GIEC néglige complètement les effets de seuil. Il dit que c'est peu probable. Or, ces effets de seuil sont, selon Hansen et beaucoup de scientifiques, et actuellement, avec la MOC que j'ai déjà évoqué, ces scientifiques s'inquiètent vraiment.
Ces effets de seuil sont absolument calamiteux et vont entraîner un effondrement encore plus rapide, surtout s'ils se mettent en place. Or, il est prévu, comme je l'ai signalé, que la MOC disparaisse, s'effondre. Ce courant qui nous apporte de la chaleur en Europe s'effondre assez rapidement, puisqu'il est prévu que, d'après certains papiers, il s'arrête dans les décennies à venir. Et on sait, grâce au carottage des glaces, que quand ça s'est produit par le passé, ce sont des événements qui s'appellent Dansgaard-Ogier et qui sont très probablement liés à l'effondrement de la MOC. Les températures ont baissé drastiquement et ça a causé des effondrements écologiques très importants. Et notamment, ce qui est prévu, c'est qu'il n'y ait plus de possibilité de pratiquer l'agriculture en Europe. J'ai déjà signalé un article qui prévoyait cela et d'après les carottages notamment lors du Younger Dryas, c'est à peu près l'image qu'on a. C'est une sécheresse froid très intense. Il est prévu des dizaines de degrés, moins 30 même à Bergen, moins 15 à Londres en hiver, moins 15 par rapport à la moyenne actuelle, et un assèchement dû notamment à de moindres précipitations et à des vents qui assécheront le tout puisqu'ils n'apporteront plus de pluie, puisque le courant chaud qui apporte et les vents d'ouest qui apportent de l'humidité en Europe seront complètement perturbés, s'arrêteront et on aura des vents qui n'apporteront pas de pluie, qui apporteront que la sécheresse. Donc on aura un assèchement et déjà on constate que c'est un peu ce qui se passe et même si cela s'ajoute aussi la perturbation du jet stream, etc. Donc, un tableau apocalyptique, comme je l'ai dit, qui n'est pas relevé, qui ne sera jamais relevé dans les médias, qui tenteront jusqu'au dernier moment de minimiser ou relativiser la chose pour vous maintenir au travail, parce que les patrons en ont besoin. Et après, ça sera sauf qui peut. Alors, maintenant, je vous propose d'écouter tout de suite Jean-Baptiste Fressoz et sa critique du GIEC. À toi, Jean-Baptiste. Notre manière de nous vêtir de toutes nos constructions, etc., ça a dépendu des fossiles, quoi. Et là, d'un coup, il faudrait tout enlever en 20-30 ans. Non, enfin, je veux dire, ça marche pas comme ça, quoi. C'est aussi simple que ça. Mais ça, c'est tellement évident que j'ai honte de le dire. Ce qui est plus intéressant, c'est comment ça se fait qu'il y ait des rapports de 2900 pages qui parlent de ça, en fait. Moi, c'est ça qui me surprend. Comment ça se fait que cette notion de transition énergétique, vous voyez, c'est l'air dans lequel on respire et l'idéologie dans laquelle on baigne. Moi, c'est ça qui me surprend le plus, en fait. Et que finalement, on n'apprend pas le monde technique tel qu'il est, quoi. On n'arrête pas de nous parler du monde technique tel qu'il devrait être avec de l'hydrogène et des éoliennes. Ok, mais regardons très bien, regardons comment on fait l'acier, comment on fait les engrais, le ciment. Alors là, on a un crash course avec la guerre en Ukraine, hein, c'est sûr. Avec les engrais, on se dit, ah bah tiens, finalement, on a besoin de gaz pour faire des engrais. Et donc pour produire, en fait, des matières agricoles. Mais voilà, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu une forme de... Le triomphe du raisonnement par scénario, par des raisonnements très abstraits, en fait. C'est lié au fait qu'on n'enseignait plus, par exemple, la géographie économique. Vous prenez les vieux, les bouquins de géographie économique des années 50-60, ce sont des mines extraordinaires qui décrivent où les choses sont faites, comment elles sont faites, l'histoire de ces clusters industriels, etc. Ça, c'était enseigné, en fait. Et c'est vrai que je ne sais pas si on enseigne ça, peut-être dans certains départements de géographie, mais qui n'ont pas une influence énorme, quoi. En tout cas, pas sur les rapports du GIEC. Et pas sur les rapports du groupe 3 du GIEC, qui est quand même quelque chose de très particulier. Je vous conseille de regarder un peu ce qu'ils font, ce qu'ils écrivent, qui ils sont. Oui. Il faudrait, mais c'est pas encore été vraiment fait, faire une histoire bien précise de l'origine du GIEC, du groupe 3 du GIEC, qu'est-ce qu'ils lisent, etc. Alors, en fait, il y a de tout dans le dernier rapport que j'ai bêtement critiqué, il y a aussi des super chapitres. Le chapitre sur l'industrie, je connais certains auteurs, c'est passionnant, voilà, enfin, je veux dire, il est très informatif, avec plein de références super utiles pour comprendre le problème. Après, on leur demande de trouver les trajectoires. Donc, en fait, ils font ce qu'on leur demande d'une certaine manière. Après, il y a des chapitres plus problématiques. Le chapitre 2, si je me souviens bien, qui est sur, en gros, la transition en général, c'est là où on voit ce genre de courbe. Et là, je vois vraiment le type de littérature que ça mobilise.
c'est, je pense, de la littérature un peu trompeuse. C'est des sociologues qui, en fait, croient connaître l'histoire de l'énergie, parlent qu'il y a eu des transitions énergétiques et font des modèles théoriques sur ce qu'il faut faire pour... ça s'appelle multi-layered perspective. Bon. Mais de fait, ils ont une vision de substitution logistique très simple. Derrière, c'est ça. Donc, vous voyez, il y a de tout dans les rapports du GIEC. C'est pour ça qu'on peut pas, en fait, dire voilà, je peux pas critiquer tout le. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué. Après, c'est vrai que quand, par exemple, ils mettent autant l'accent, bon, surtout dans le rapport 1.5 il y a quelques années, où il y avait les bioenergy carbon capture and storage, qui maintenant prend des proportions absolument colossales, quoi. Je ne sais même pas si c'est intéressant d'en parler. Enfin, je pense qu'ils ont tort d'en parler, en fait, de ça, parce qu'on sait que ça n'existera pas. L'idée, c'est on fait de l'électricité avec du bois, et on va récupérer le carbone qui sort des cheminées, et on va le mettre sous terre. Bon. Truc, enfin, je veux dire, ça ne sera jamais compétitif, et donc ça n'existera pas. Et donc, je trouve que mettre autant l'accent là-dessus et en parler, voilà, ça fait partie de tous les scénarios, en fait, hein, pour pas dépasser les 2 degrés. Même pour pas dépasser les 2 degrés, on a besoin de géo-ingénierie de ce type-là. Je pense que, à mon avis, ils ont tort d'en parler. Je serais assez curieux d'avoir une histoire précise d'où vient cette idée de carbon capture and storage, cette idée de capture du carbone. Très précisément d'où ça vient. J'ai pas encore, il y a un étudiant qui fait un master là-dessus. J'aimerais bien savoir précisément d'où ça vient. Dans quelle mesure ça ne vient pas de l'industrie pétrolière, charbonnière? C'est évident que c'est une manière pour eux de continuer un peu comme avant, quoi, en disant bah, mais il y a des techniques qui arrivent, quoi. Toute la question du carbone, du clean coal, etc. Ça semble maintenant évident que c'est du greenwashing pour moi. Mais j'en ai pas encore la preuve exacte. Bon, ce qui est sûr, c'est que ces gens qui font ça, bah, c'est eux, ils sont influents dans le GIEC. Le rapport 1.5, c'était une dame qui s'appelait Hélène de Konig. Je la connais pas du tout, mais je sais que toutes ces publis, c'est sur ça, c'est sur le carbon capture and storage. Voilà, donc là en ce moment, je ne sais pas encore, mais le président du GIEC, alors j'ai honte, il a un nom coréen et j'arrive jamais. Oe Song, quelque chose comme ça. Je suis désolé, la prononciation est sans doute très mauvaise. C'était un économiste chez Exxon, il était board de Hyundai. Voilà. Donc il y a aussi cet aspect-là. Je pense que le GIEC, c'était aussi une manière de cadrer le problème d'une certaine manière. Il y a le groupe 1 qui a joué un rôle important dans le fait de dire voilà, il y a un consensus absolu sur ce fait-là. Il y a du réchauffement climatique, c'est causé par les humains. Mais après, le groupe 3, à mon avis, a un rôle plus ambigu. Voilà. Sur la manière de cadrer le problème et les solutions. Bien, donc nous allons rester sur ces paroles. Effectivement, hein, le groupe 3 du GIEC pose pas mal de questions. Merci beaucoup à Jean-Baptiste pour son intervention. Et puis... Alors, après cette attaque en règle du groupe 3 du GIEC, on continue avec un entretien qu'a donné Jean-Baptiste Fressoz récemment sur Arte, où on voit que il est attaqué frontalement par, devinez qui, François Gémen, qui l'accuse de démotiver les troupes et d'être responsable finalement de l'apocalypse climatique. Alors on écoute sa réponse tout de suite. Qui revenait beaucoup. D'ailleurs, dans votre livre, vous avez une attaque un peu virulente contre le GIEC. Vous dites, pendant 30 ans, ils ont soigneusement évité le mot de sobriété et de promouvoir la notion de sobriété. Alors, il faut préciser, dans le GIEC, il y a 3 groupes. Oui, le groupe Là, 3. Dont je parle, vous parlez du groupe 3. C'est le groupe 3, experts des solutions, dont j'écris un peu l'origine. Il faut savoir que les 2 premiers présidents du groupe 3 du GIEC étaient ouvertement climato-sceptiques. Et François Gémen, dites-vous, spécialiste du climat, vous connaissez, un des auteurs du rapport du GIEC, il vous accuse de déclinisme écologique carrément. Il dit que vous plombez les ambitions dans la lutte contre le changement climatique. Je pense qu'il s'est arrêté au bandeau du livre qui posait problème sans avoir nécessairement lu le livre. Sinon, il aurait bien vu à quel point en fait, le livre n'est pas du tout contre les renouvelables. Alors, ni décliniste. Ni décliniste. En fait, il faut bien voir qu'on n'est pas du tout sur les bonnes trajectoires. On se gargarise de transition, mais en fait, quand on regarde les scénarios de prospective de l'Agence internationale de l'énergie ou l'équivalent américain, en fait, ils n'imaginent pas du tout, ils ne sont pas du tout en train de prévoir des transitions. En gros, ils envisagent une petite baisse du charbon grâce au solaire, principalement, mais le gaz et le pétrole restent stables. Donc, on n'est pas du tout sur les bonnes trajectoires, donc il faut se secouer. Et une fois encore, il y a plein de secteurs technologiques où il y aura du carbone en 2050. Je veux dire, on se focalise sur la technologie, mais il y a le temps de diffusion des techniques. Et puis, il y a plein de techniques qui ne seront pas compétitives. Je ne sais pas, l'acier, qui est un gros morceau, hein, on parle de 8-9% des émissions mondiales. Pour le décarboner, bon courage pour faire ça avec du solaire ou de l'éolien. Donc, alors maintenant qu'on a vu qu'il était attaqué par François Gémen, qui est un défenseur
du monde industriel, qui fait partie donc de ces pseudo-écologistes dont j'ai parlé dans les vidéos précédentes, qui sont en fait là pour défendre le monde industriel dans les médias. On va donc voir, donc ça confirme tout ce que j'ai dit précédemment, on va donc maintenant écouter un entretien que Jean-Baptiste Fressoz a effectué pour le magazine en ligne Reporter tenu par Hervé Kampf, où il détaille plus précisément, apparemment il a fait plus de recherches, l'origine du GIEC, et il donne quelques détails croustillants sur les climato-sceptiques notamment qui ont dirigé cet organisme. Donc ça va plus dans le détail. Il ne remet pas en cause directement le groupe 1 du GIEC, mais les groupes 2 et 3 sont carrément plombés, et il démontre que ce sont des chevaux de Troie de l'industrie. Encore beaucoup plus précisément. Voilà. Alors on écoute Jean-Baptiste Fressoz toujours. On pédale en arrière, mais j'espère pour avancer un peu. Ouais. Donc, en gros, la création du GIEC. Alors maintenant, le GIEC a une figure écolo, etc. Mais c'était pas du tout le cas quand il est créé. Milieu des années 80, 85, 86, c'est le début. 88, ouais. Mais on commence déjà à parler Alors, il faut savoir qu'en fait, il y avait déjà un groupe qui existait qui s'appelait le Advisory Group on Greenhouse Gases, donc le groupe de conseil sur les gaz à effet de serre, qui était piloté par l'ONU et le programme le programme des Nations Unies pour l'environnement. À la tête du PNUE, il y avait un biologiste égyptien qui s'appelait Mostafa Tolba. Il a bien réussi son coup avec le problème des CFC et de la couche d'ozone. Et en fait, au milieu des années 80, il veut refaire la même chose avec le climat. Et donc, il commence à monter un groupe où il y a les meilleurs climatologues, Bert Bolin, etc., qui font des rapports très clairs sur... En fait, on va droit dans le mur. Il faudrait, pour ne pas dépasser... à cette époque, on pense qu'il ne faut pas doubler la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Il ne faut pas dépasser 600 ppm. Pour faire ça, il faudrait réduire drastiquement les émissions tout de suite. C'est-à-dire des choses très ambitieuses. À Toronto, en 88, il y a une conférence importante qui dit qu'il faut réduire de 25% avant 2005. Mostafa Tolba, il dit qu'il faudrait réduire de 60%. Bon. Ouh là là là. Alors là, moi, j'ai travaillé plutôt sur les archives américaines. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent, ces gens-là ? Mais on ne va pas laisser des scientifiques, sans doute très sérieux, mais aussi des bureaucrates de l'ONU, qui sont souvent aussi de mèche avec des ONG environnementalistes, commencer à définir le cadre de l'expertise sur le changement climatique. Donc, on va créer un nouveau machin, ça s'appellera le GIEC. Et d'ailleurs, GIEC, c'est groupe intergouvernemental, pas international. Et ça, c'est très important, c'est intergouvernemental. C'est les gouvernements qui ont la main sur qui rentre dans cette instance-là. Et c'est intéressant parce que dans les documents de l'administration américaine, il est dit, voilà, il faut que l'administration américaine joue un rôle clé dans la constitution de ce groupe-là, pour défendre nos intérêts. À ce moment-là, les États-Unis sont évidemment de très loin les premiers émetteurs. Il faut que les États-Unis jouent un rôle clé. Et ce qu'il faut, c'est en fait demander au gouvernement de nommer non pas les scientifiques, pas que des gens du ministère de l'Environnement ou je ne sais quoi, mais aussi des représentants du ministère de l'Industrie, des ministères de l'Énergie, de l'Agriculture, etc. Il faut qu'ils internalisent la contrainte économique. Et c'est le rôle du groupe 3 du GIEC. Bon. Alors, la chose vraiment croustillante, je trouve, c'est qu'en fait, ce groupe 3 du GIEC, il a été dans les 2 premiers directeurs, sont dirigés par des gens qui sont ouvertement climato-sceptiques. Le groupe 2 est dirigé par un Russe qui s'appelle Yuri Israël, qui, en 2008, essaye de convaincre Poutine de ne pas ratifier le protocole de Kyoto. Ça n'empêche pas d'être vice-président du GIEC. Pas de souci. Bon. Donc, il faut bien voir que le GIEC, en fait, c'est assez tard. Et le groupe 3 ? Et le groupe 3, donc c'est d'abord... celui dont je me souviens, c'est Robert Einstein, qui a un rôle important. C'est le 2e président du GIEC qui reste assez longtemps. Personnage très intéressant. Il est donc président du groupe 3 du GIEC. Il est aussi négociateur en chef des États-Unis avant la conférence de Rio. Il y a quand même un conflit d'intérêts absolument majeur. Et puis surtout, on connaît ses relations avec le plus haut niveau de l'administration américaine, avec le Chief of Staff, le chef de cabinet de George Bush père. Et on a des conversations très, très intéressantes où John Sununu, le Chief of Staff de Bush père, lui dit, bon, alors, lui-même est un peu climato-sceptique, il dit, bon, cette affaire de changement climatique, c'est un peu une sorte d'astuce des Européens pour emmerder les Américains. Les Américains ont beaucoup plus de ressources fossiles, donc une industrie plus puissante, et en fait, les Européens nous jalousent. Et c'est qu'une affaire de négociation commerciale à leurs yeux. Ça n'a pas grande importance, sinon le climat en 2050, on s'en fiche un peu. Et donc, ce qu'ils disent, donc John Sununu lui dit, écoute, pour les négociations internationales, on ne va pas se fixer d'objectifs d'émissions, on ne va pas se lier les mains. Si jamais il y avait des dégâts, on ne va pas filer d'argent. Donc, no money,
no target, play the technology card, joue la carte technologique. Et en fait, c'est ça la transition dans les années 90. C'est la carte technologique des États-Unis. À ce moment-là, ils le disent très bien. Tout le monde nous regarde avec les gros yeux parce qu'on est de loin les premiers émetteurs, mais aussi la première puissance technologique. Et donc, faire miroiter la carte de la transition, mais c'est évident que c'est parfait comme mode de négociation à pousser dans les arènes internationales. Et donc, qu'est-ce que le groupe 3 va faire ? Eh bien, il va étudier les transitions technologiques. Voilà, ça va devenir la clé. Alors, précisons, parce que c'est important, rappelons que le GIEC est constitué de 3 groupes. Le premier établit les bases scientifiques de ce que l'on peut savoir du changement climatique et de la machine biosphérique ou atmosphérique elle-même. C'est par exemple de ce groupe dont Valérie Masson-Delmotte a été la coprésidente pendant plusieurs années. Le groupe 2 s'occupe de l'adaptation et de l'atténuation. Et le groupe 3, lui, est totalement différent. C'est pas des scientifiques du climat comme Valérie Masson-Delmotte ou Jean Jouzel ou des personnes comme ça. C'est plutôt des économistes et des gens qui... Voilà, il faut le préciser que c'est pas le même pas type... du tout la même chose. Bien sûr, c'est pas le même type de science, ça n'a rien à voir. En gros, le groupe 1, je veux dire, c'est un peu de la science physique, puis il y a des mesures directes de la quantité de CO2 de l'atmosphère, on a des mesures directes on arrive à mesurer maintenant la température du globe, etc. Donc, je veux dire, c'est assez difficilement discutable. Et je pense que l'administration américaine le sait déjà. Voilà. Mais donc le groupe 3, ce qu'il faut souligner, parce qu'on dit toujours le GIEC, là, dans votre livre et dans votre démarche, vous continuez à vous faire, pas des amis, à la limite, peu importe, à établir les choses. Et donc, vous allez un peu ébranler le temple du GIEC. Au sens, le groupe 3, il est problématique, dites-vous. Pourquoi il est problématique ? Je vous dis, ces deux premiers présidents sont ouvertement climato-sceptiques. Mais maintenant, pourquoi il pose problème ? Maintenant, c'est un peu différent, évidemment. Depuis les années 2000, les choses ont beaucoup changé. Je veux dire, donc je peux pas non plus dire, voilà, je connais plein d'économistes très bien qui sont dans le groupe 3 du GIEC, c'est pas du tout la question, mais ils ont quand même hérité du passé. C'est-à-dire, moi, je suis quand même assez effaré qu'il ait fallu attendre 2022, le 6e rapport pour qu'il y ait un chapitre sur la sobriété. Que c'est quand même, quand on y réfléchit, c'est quand même étrange. Que des économistes se disent peut-être que pour réduire les émissions, on devrait réfléchir à moins consommer. Il a fallu attendre 2022. Bon. Donc, non, il y a des soucis importants. L'autre problème, c'est que ils ont complètement enfourché des des options technologiques un peu rocambolesques sur le stockage du carbone. Et là, je pense qu'il y a une influence du lobby pétrolier. C'est-à-dire, dans les années, au milieu des années 2000, il y a Bush qui lance un Global Sequestration Initiative Leadership, un truc comme ça, un machin, voilà. On émet encore du CO2, mais on va organiser la séquestration du carbone. 2008, il y a un rapport du GIEC là-dessus, où ils imaginent des choses assez extraordinaires. On va aller stocker le CO2 sous forme liquide à 6000 mètres sous les océans, parce qu'avec la pression, la température, ça reste liquide. Ils appellent ça des lacs de CO2 liquide. C'était une vieille idée qui avait émergé dès 77, en fait, par des technocrates un peu fous, d'ailleurs pro-nucléaire, c'est Cesare Malchetti. Donc, il y a une sorte d'inertie quand même de mauvaises idées dans ce groupe-là. Et puis maintenant, c'est les BECS. Donc, BECS, c'est Bioenergy Carbon Capture and Storage. Donc, ça veut dire production de bioénergie et capture et stockage du carbone. En clair, ça veut dire on fait du bois, on brûle le bois pour faire l'électricité, on récupère le CO2 à la sortie des cheminées et on le met sous le sol. Alors, le problème, c'est que la technologie, elle n'est pas compétitive. Et puis, surtout, il faudrait des quantités de bois astronomiques pour que ça commence à avoir vraiment un poids important. Certains calculs montrent qu'il faudrait, par exemple, planter 2 fois la superficie de l'Inde en plantation d'eucalyptus. Voilà. Mais dans le dernier rapport, il y a encore des centaines de gigatonnes qu'il faudrait stocker d'ici 2100. Ça veut dire, en fait, je me suis amusé à faire des calculs, c'est égal ou plusieurs fois supérieur à la quantité de bois produite annuellement actuellement. Bon. Est-ce qu'on peut faire confiance au groupe 3 du GIEC ? En fait, on peut pas... Là, c'est un point important aussi, on dit le rapport du GIEC dit que... En fait, non, le rapport du GIEC, il dit pas que... le groupe 3 que j'ai lu un peu en détail, il dit plein de choses. C'est 2900 pages, c'est des centaines d'auteurs. Donc, tout n'est pas raccord. Donc, dans le groupe 3, il y a moi, j'ai lu des chapitres où il y a des erreurs évidentes et patentes. Par exemple, dans le chapitre, je ne sais plus, mais un peu à l'intro au début, ils disent il y a eu des transitions énergétiques par le passé, et donc maintenant, est-ce que ça peut aller plus vite ? Question bizarre, parce que c'est assez connu qu'il n'y a pas eu de transition énergétique par le passé. Et donc, le fait que ce genre de phrase, qui est manifestement fausse, passe le reviewing, ça pose quand même question. Après, il y a des super chapitres, par exemple, sur l'industrie, où ils montrent toutes les difficultés, etc. Donc, on ne peut pas dire le GIEC dit que... Quand quelqu'un dit ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment lu le rapport. Reporter. Le quotidien d'écologie. Alors, on a vu donc que Jean-Baptiste Fressoz démontrait que le GIEC était une construction politique qui avait été mise en place pour contrecarrer
la menace que faisait planer la science climatique sur ses intérêts industriels, parce qu'elle remettait en cause son existence même, l'existence même de ses intérêts. Et on a vu par contre que Jean-Baptiste Fressoz avait du mal à remettre en cause le groupe 1 du GIEC, parce qu'il dit qu'il établit quand même un constat scientifique, mais il en demeure pas moins qu'il démontre que globalement l'ensemble du GIEC, donc groupe 1 inclus, a été mis en place par les politiques pour maîtriser la science climatique, du moins la communication de ces sciences climatiques. Alors, maintenant, on rentre dans le cœur du sujet. On va voir que ce groupe 1 pose problème, évidemment. Et pour cela, je vous ai mis en place, je vous présente un court entretien qu'a donné Christophe Cassou à un de ces nombreux sites écologiques progressistes, qui sont en fait des médias, qui sont des sites médiatiques, qui défendent une vision progressiste de l'écologie, en fait quasiment tous, Green Letter Club, Métabolisme de Cities ou je sais pas quoi, défendent un peu cette vision progressiste. Et donc, dans cet entretien, Christophe Cassou prétend que les politiques n'ont aucune influence sur le GIEC, ce qui est en contradiction totale avec ce que dit Jean-Baptiste Fressoz, qui a quand même fait l'histoire de cette construction. Et donc, cela montre que ces scientifiques collaborent à un système, qu'ils aident, qu'ils collaborent activement à ce système. Certains scientifiques donc, qui participent au GIEC, qui sont quand même pas très très propres, et qui collaborent à ce système politique qui participe à écarter la menace climatique, à la minimiser. Donc, je vous présente cet entretien. On voit clairement qu'il est dans le déni, puisqu'il présente que les politiques n'ont absolument pas la main sur le GIEC, ce qui est, d'après ce que je vous ai présenté précédemment, c'est-à-dire les études historiques de Jean-Baptiste Fressoz, complètement archi-faux. Voilà, tout de suite, Christophe Cassou, Green Letter Club, entretien. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Première question, est-ce que tu peux nous dire, il y a beaucoup de fantasmes sur le GIEC et justement l'ingérence que peuvent avoir les États, les politiques sur le GIEC. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée ta nomination au GIEC comme auteur du dernier rapport ? Alors les auteurs du GIEC sont sélectionnés en fait par pays, et dans chaque pays il y a ce qu'on appelle un point focal, qui est donc les représentants du GIEC dans le pays et qui émet un appel à candidature en fait pour devenir auteur du GIEC. Moi j'ai candidaté à cet appel à candidature, donc des noms sont retenus, ils sont ensuite proposés au bureau du GIEC, donc il y a beaucoup plus de noms que le nombre final d'auteurs qui sera finalement sélectionné. Et puis donc une sélection est faite par le bureau du GIEC, non pas par les politiques, mais vraiment par le bureau du GIEC, sur la base d'expertise, de l'expertise de la discipline nécessaire pour donc évaluer la littérature scientifique, sur la base de critères de genre, sur la base de représentation entre les différents pays, pour arriver en fait à un pool de scientifiques qui permet donc d'adresser ou d'évaluer l'ensemble de la littérature scientifique sur les sciences du climat vraiment au sens large. Donc les politiques en fait n'interviennent pas du tout dans le processus de nomination du GIEC. Il s'agit du bureau du GIEC qui est donc piloté par ou encadré par l'Organisation mondiale de la météorologie qui est à Genève. Alors donc on a vu que Christophe Cassou, comme bien des participants français au GIEC, ne comprennent pas la mécanique politique qui a déterminé leur nomination. Ils ne comprennent pas la construction politique qu'est le GIEC et qui détermine la communication des résultats scientifiques. Donc ils sont parfaitement naïfs ou de mauvaise foi. Donc, ayant vu cela, maintenant on va rentrer dans le cœur du sujet, dans le vif du sujet, et on va voir que les vrais scientifiques, c'est-à-dire que les scientifiques que j'ai nommés français sont des scientifiques de seconde zone, parce que je ne pense pas qu'ils participent à la rédaction, à l'élaboration des modèles.
les vrais scientifiques qui participent à l'élaboration des modèles qui sont utilisés par le GIEC, qui sont nommés et référencés par le GIEC, sont beaucoup moins enthousiastes quant au pouvoir prédictif de ces mêmes modèles. Alors, je viens à un entretien, là je vais vous présenter un entretien d'un scientifique qui est nommé Gavin Schmidt, qui est une pointure, puisqu'il est directeur du centre de climatologie de la NASA, et il élabore les modèles qui sont donc utilisés par le GIEC, et ce sont des modèles qui sont particulièrement mis en avant par ce comité. Donc, que dit Gavin Schmidt? Il est interrogé par un astrophysicien américain, Neil deGrasse Tyson. Et que dit Gavin Schmidt dans cet entretien? Il dit qu'en fait, il est très inquiet parce qu'il dit que ces modèles ont été incapables de prévoir le réchauffement actuel. C'est-à-dire que cette année a été excessivement chaude et ils se sont complètement plantés dans leur modèle. Et il ajoute qu'en fait, il y a une grosse incertitude quant aux prédictions futures et à la validité de ces modèles. Donc c'est quelqu'un de très honnête, c'est un vrai scientifique qui tient un blog qui est très intéressant, que je vous conseille de consulter, Real Climate. Et c'est un vrai scientifique qui est, comme on le voit, quelqu'un de humble et d'honnête. Et qui fait des modèles et qui ne comprend pas tout à fait pourquoi ce qui se passe, il dit qu'il n'arrive pas à décrire ce qui se passe réellement, ils sont assez inquiets. Donc ça tranche complètement du discours du GIEC et des participants comme ceux qu'on a vus, des participants français qui minimisent les erreurs de prédiction. Donc cet entretien est en anglais. Je vous traduis les phrases les plus importantes, mais je pense que beaucoup comprendront et de toute façon l'esprit sera compris, je pense. Donc tout de suite, Gavin Schmidt, entretien qu'il a donné à cet astrophysicien américain Neil deGrasse Tyson. À plus. Data, you can push this back to the late 19th century, and so you can get a record of how warm the planet has been, both globally and regionally, over the last 150 odd years. And 2023 was the warmest of all of those years by a record margin, right? So not just a record, but it was the biggest new record that has ever been set. And so that's a very big deal because it comes on the back of a long-term trend, particularly since the 1970s, of steadily increasing decade by decade temperatures that's driven by what we've been doing, right? So the increases in carbon dioxide, the increases in methane and other greenhouse gases. The predictions were that it would heat it, but not that much, right? Because we were starting with a La Nina phase, right? Right. So you didn't see this coming, but not even your models. No, we didn't, and so that's very discomforting. Yes, it should be. We thought we had a pretty good idea about how, the long-term trends are affected by things like the greenhouse gases. So we think we've got that down. And then we have, 150 years of history where we've seen when you get an El Nino event at the beginning of the year, then that makes that year warmer. And then when you have a La Nina, which is a cool event in the tropical Pacific, when that happens, you have a cool year. And there's El Nino and La Nina. So the El Nino comes from it's Peruvian. It's the Christ child arriving at Christmas, and the El Ninos would peak around December, January. So that's it was something that would arrive around the holiday season, and so that's what it was called. And then the La Nina is just the opposite phase. Is it 6 months later? No, so that peaks around Christmas as well. Oh, it's just whichever one it is that's doing it. Got it. Right. So that peak around Christmas, that tells you what's going to happen the next year, right? And that was a very useful heuristic. And for many, many years, you would make a prediction based on that. Oh, it's going to be a little bit warmer than the trend, a little bit cooler than the trend. And it worked. And it's not like it's peaked either, because isn't it like 9 more months? Over the next 9 months or so beyond this point, it'll continue to get hotter. But this year, well, in 2023, total failure.
No, you failed, but still in the right direction. Okay, just total failure would be, it's going to drop, the temperature dropped by 5 degrees and went up by 2.5 degrees. That would be total failure. Okay, so maybe I'm being a little bit harsh on myself. I mean, but I think you should be harsh on yourself. This is our lives at stake here. I think you got to be harsh on yourself. Well, fair enough. Like this is a big deal, and so one of the reasons why we put out the report and why we raised the notes of cautions that we did is because when we don't understand something, right, there's science to be done, but it also means that our predictions for the future suddenly become less certain, right? So we're not sure what's going to happen with 2024. I have a prediction for that based on what used to happen. But like maybe what used to happen is no longer what's actually going to happen, and that's like I said, uncomfortable.